L'ordolibéralisme est un sujet intéressant quand on s'intéresse à son contexte de naissance. C'est un peu l'enfant chelou qu'aurait eu le libéralisme actuel et l'interventionnisme de la fin du 19e siècle. C'est aussi un courant de pensée économique essentiel puisqu'existant à l'heure actuelle et possédant un fort impact sur la manière de penser l'économie sur le territoire européen, alors même que le grand public n'en entend presque jamais parler. Comme d'habitude, on débutera cette vidéo avec un peu d'histoire parce que ça fait jamais de mal. Ça permettra ensuite de voir que derrière ce qui semble être une théorie uniquement économique se cache en fait, encore une fois, tout un raisonnement politique. L'ordolibéralisme serait né à la suite d'une rencontre entre Walter Eucken, un économiste allemand de l'après-Première Guerre mondiale, et de deux juristes dont on passera sur l'identité mais qui n'en sont pas moins importants. Autour d'Eucken se rassemblent alors deux grands noms de l'économie mais aussi du droit, avec pour objectif de réfléchir entre autres aux conséquences du couple libéralisme plus capitalisme sur la société. Tout ce petit monde se retrouvait dans les années 1930 à l'université de Fribourg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, d'où le nom d'école de Fribourg qu'on attribue souvent à la pensée ordolibérale. Ce qui les motive à cette époque, c'est qu'ils constatent que dans toute économie, il y a une volonté de poser un monopole lorsqu'une entreprise domine un marché. Seulement, ils considèrent que cette monopolisation est négative car elle entraîne une augmentation des prix, puis d'autres effets négatifs en conséquence. Sans oublier la crise de 29 qui a frappé violemment la jeune république allemande de Weimar. Discret pendant les années hitlériennes, c'est durant la fin de la domination du parti nazi au pouvoir en Allemagne qu'ils refont surface. Les ordolibéraux cherchent un système économique à mettre en place pour remplacer les institutions et règles économiques instaurées par le nazisme. Ils souhaitent ainsi une économie libérale mais garantie par l'État afin d'éviter une grosse crise comme celle qui a mené Hitler au pouvoir. Pour eux, il n'existe pas d'économie dite naturelle, et l'économie de marché a besoin d'une structure, qui sera donc celle d'un recours à une entité forte, celle de l'État, et cela par des biais juridiques. Voilà en gros pour le petit rappel historique. Alors ça peut sembler étrange, mais oui, les ordolibéraux sont déjà des libéraux, et se basent donc en grande partie sur la propriété et le contrat. Mais ils ne sont pas non plus opposés à une politique plus sociale. Ils vont par exemple ainsi reconnaître l'utilité de l'impôt progressif, mais avec toujours pour limite que la politique sociale ne doit jamais porter atteinte aux fondements libéraux de l'économie. Pour résumer, ils sont favorables à une politique sociale dans le cadre d'une économie libérale. Selon les libéraux, l'histoire ne connaît pas un cours inéluctable, il y a une opposition avec le déterminisme économique qu'on peut retrouver chez Marx. Ils s'opposent donc à l'inéluctabilité de toute chose, ils croient au rôle de l'homme dans l'histoire, au rôle du choix dans l'histoire. Pour eux, une bonne politique économique peut avoir un bon effet, et inversement. Ils sont aussi idéalistes, ils croient aux idées et à la morale et s'inspirent donc directement du christianisme social. Pour eux, les plus hautes valeurs sont spirituelles, mais pour l'épanouissement des valeurs spirituelles, il faut une prospérité matérielle, ce qui d'une certaine manière les rapproche un peu du protestantisme à l'américaine. Ils cherchent donc à élaborer un modèle économique, une théorie ayant vocation à s'appliquer concrètement et conciliant à différents points. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, et c'est ce qui a inspiré la politique économique allemande depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est finalement là son point capital. L'ordolibéralisme possède une grande influence sur notre manière de penser l'économie actuellement, même si on ne s'en rend pas forcément compte. En effet, l'école ordolibérale a su d'abord inspirer le droit allemand au travers de sa loi fondamentale, l'équivalent d'une constitution. La loi fondamentale allemande possède encore une grande influence sur les droits fondamentaux européens. Ces droits sont essentiels puisqu'ils garantissent notamment la défense de la liberté, la démocratie ou encore les droits des minorités. On comprend alors que ça va forcément avoir un impact sur le droit européen lui-même et sa construction. Alors, il faut savoir que d'après le principe de primauté, le droit européen supplante les droits nationaux des États membres de l'Union européenne lorsqu'il y a un conflit de normes, même s'il existe évidemment de nombreuses exceptions et dérogations. Dans le cas le plus simpliste, si la France décide d'un quota sur la vente de bière, mais qu'il existe déjà un texte européen fixant un quota, c'est le quota européen qui gagne. Bref, si on lit toutes ces informations, on a donc la pensée ordolibérale qui a influencé la loi fondamentale allemande. Celle-ci a inspiré les droits fondamentaux européens, qui eux-mêmes cadrent l'action réglementaire de l'Union européenne. Les normes et lois de l'Union européenne ayant par principe primauté sur les normes nationales, il arrive donc que notre droit français soit écarté au profit de ces dernières. Fatalement, la pensée ordolibérale a donc une influence sur notre société française. Et cette influence a longtemps été visible dans les débuts de la construction européenne, mais l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union en 1973 avait largement changé ses inspirations. Fort de son aura politique, l'influence du Royaume-Uni a modifié l'élan ordolibéral en libéralisme anglo-saxon, qu'on peut considérer comme la version la plus aboutie du néolibéralisme. Bon, là il faudrait que je fasse une digression gigantesque sur ce qu'est le néolibéralisme. Si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, mais pour l'instant, restons-en à du basique. On peut admettre qu'il décrit une version actualisée du libéralisme du 19e siècle, fruit des politiques de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, dans les années 80 et 90. Les mots d'ordre: dérégulation du marché, abandon des politiques sociales par les États et suppression d'impôts. Ça a entraîné largement la modification des rapports économiques et politiques au sein de l'Union. Le marché économique européen fut de plus en plus hors de contrôle, avec un pouvoir politique européen qui
déjà faible, subissait de plein fait la domination des groupes d'intérêt, les lobbies, tout en décrédibilisant la construction européenne. On peut adhérer à la vision anglo-saxonne, mais il faut reconnaître que celle-ci s'est très mal accordée avec le projet initial européen, rendant l'objectif d'un pouvoir fort et démocratique toujours plus lointain. Sauf que depuis le Brexit, la donne a changé. Les États moteurs de l'Union européenne ne sont plus le Royaume-Uni, l'Allemagne et ensuite la France, mais seulement le couple franco-allemand. Les Britanniques et les Allemands s'étaient longuement, sur le fond, opposés à quoi faire de l'UE. Les Français tentaient d'apporter leur voix sans vraiment convaincre, n'ayant pas l'attractivité et l'aura des premiers ou la crédibilité et l'économie des seconds. Une Union européenne sans le Royaume-Uni, c'est donc un possible retour aux sources, voire à un projet européen fédéral. La France possède une tradition sociale plus poussée que l'Allemagne, et tout ça devrait porter l'Union européenne à une meilleure régulation de son marché économique interne. Une manière de pallier peut-être avec les défaillances de l'ordolibéralisme. Parce que l'idéologie ordolibérale, ce n'est pas qu'une suite de points positifs. On peut ainsi lui reprocher sa rigueur morale, sa difficulté d'exécution lorsqu'il s'agit de mettre sur un pied d'égalité respect des droits et liberté économique, ou encore sa glorification de la concurrence qui tend au final à nuire aux individus les plus faibles. Ces différents points sont d'ailleurs régulièrement pointés du doigt par les critiques de la politique économique allemande, et ces éléments, ajoutés à la crise financière qui a secoué l'économie mondiale en 2007, ont fait de la rigueur budgétaire le cheval de bataille du gouvernement d'Angela Merkel. Et puisque l'Allemagne est pour le moment l'état fort de l'Union européenne, ce sont tous les autres pays membres qui en subissent les conséquences parfois difficilement supportables pour des états fragilisés, comme on peut le voir encore aujourd'hui en Grèce. Dans le même temps, l'Union européenne reste incapable de démontrer une vraie capacité à s'imposer en tant qu'organisation internationale puissante. Ce ne sont pourtant pas ses résultats économiques qui la freinent, mais sa structure même de groupement d'États-nations à l'identité forte. L'emprise des États membres empêche toute émergence d'un pouvoir politique européen capable de négocier pour l'Union européenne dans son ensemble. Ça a pour conséquence aussi une orientation économique parfois à main de lobbies puissants, peu contrôlés et qui profitent du brouillard entourant les institutions. Et si le départ du Royaume-Uni laisse espérer un mieux, il ne faut donc pas écarter les dangers que ça comporte. Un strict ordolibéralisme européen imposé par un gouvernement continental fédéral pourrait facilement se muer en bureaucratie totalitaire, c'est-à-dire une infinité de normes dont la régulation serait le fruit d'obscures négociations faites en coulisses des grands discours humanistes, c'est-à-dire tout ce que fantasment déjà les anti-européens.